Bonjour Général Chauvency. Oui, bonsoir. Le gouverneur régional de la région de Severodonetsk a indiqué que les Russes contrôlaient plus de 70% de la ville maintenant, que quelques combats de Russes se poursuivent, mais la situation semble mal partie du côté ukrainien. Est-ce qu'on peut considérer la ville comme perdue pour les Ukrainiens? La ville était destinée à être perdue de toute façon à plus ou moins long terme, entre les attaques et contre-attaques entre Ukrainiens et Russes dans la même ville. On voyait bien que de toute façon ce qui se dessinait. Ensuite, c'est une ville qui était quand même relativement isolée puisqu'il n'y avait plus de renforcement possible du côté ukrainien, donc encore moins de munitions. Et on voit bien que les Russes ont maintenu la pression quoi qu'il en coûte. La seule chose dont on peut s'étonner, c'est que cette situation était connue dans cette configuration depuis 15 jours, et on aurait pu penser que finalement les Ukrainiens se seraient retirés après un combat d'arrière-garde pour préserver leurs effectifs. Alors je pense que là, ils ont perdu beaucoup d'effectifs et je ne suis pas certain que cela a été très utile pour les forces ukrainiennes en général. Et la chute de Severodonetsk ouvrirait a priori la route vers Kramatorsk, qui est le point fort des autorités ukrainiennes dans la région de Donetsk, qui fait partie du Donbass. Est-ce que ça voudrait dire que ce serait un important revers pour l'armée ukrainienne si les Russes arrivaient jusqu'à ce point-là? Ah, tout à fait, Kramatorsk est la base arrière des forces ukrainiennes, mais enfin c'est à 100 kilomètres en gros de Severodonetsk. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut quand même voir que Severodonetsk est sur le Donetsk, qui est une rivière de 80 mètres de large. Ce qui fait que pour l'instant, les Russes n'ont jamais été capables de franchir durablement et efficacement ce fleuve. Donc déjà, ce n'est pas la chute de cette ville qui changera quelque chose dans cette progression. Ensuite, n'oublions pas que juste en face de Severodonetsk, vous avez une ville qui s'appelle Lysychansk, qui est en gros à 10 kilomètres, qui est sur une hauteur, qui permet à l'armée ukrainienne de bombarder Severodonetsk. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas attendre une vraie progression russe. En revanche, venant du sud, à 40 kilomètres, vous avez Popasna, qui est effectivement un axe de progression russe en cours, depuis déjà au moins 15 jours, 3 semaines, qui va à la fois vers Lysychansk, d'une part, mais aussi, en gros, vers Kramatorsk. Donc effectivement, il y a cet objectif de l'atteindre, mais vous avez bien constaté comme moi, la vitesse de progression de l'armée russe face à la résistance ukrainienne, c'est quelques kilomètres par jour quand tout va bien. Et là, vous avez encore 40-50 kilomètres. Donc oui, il y a un objectif militaire de prendre cette ville, mais il n'est pas pour aujourd'hui. Et on a vu que les Ukrainiens étaient capables de résister fortement, malgré qu'on dise aujourd'hui qu'il manque de munitions. Je ne pense pas que l'objectif sera atteint immédiatement, ça c'est sûr. Oui. Les Ukrainiens disent de manquer de munitions, effectivement, et d'ailleurs, ils ont détaillé la liste des besoins d'armes dont ils considèrent avoir besoin. Alors, des obusiers de calibre 155 mm, des systèmes de lance-roquettes. Et dans ce contexte-là, euh, un groupe de contact, les ministres de la Défense de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles le 15 juin prochain, autour du secrétaire américain à la Défense, pour apporter une décision. Est-ce qu'il faut s'attendre à un réassort d'armes envers l'Ukraine ou peut-être à ce à ce qu'on passe une nouvelle vitesse dans les livraisons d'armes à l'Ukraine? Alors effectivement, aujourd'hui, l'Ukraine demande des armes en permanence. Elle en a déjà reçu un certain nombre. Et il est vrai aussi que les États occidentaux qui soutiennent l'Ukraine se préoccupent de son soutien en équipement et en munitions. En fait, la question aujourd'hui n'est pas tellement d'accorder des équipements et des munitions. La question est d'être capable de les produire. Or, aujourd'hui, les lignes de production sont quand même ne sont pas dimensionnées pour, je dirais, une économie de guerre. Donc, il faut des semaines, des mois en fonction des équipements pour les fabriquer. Et puis, n'oublions pas qu'il faut aussi les transporter et les amener dans la ligne de contact. Donc, toutes ces préoccupations, elles sont réelles, mais il y a une réalité qu'on met rarement en avant, c'est cette disponibilité des chaînes de production de l'industrie d'armement, quel que soit le pays. Et puis après, la deuxième phase qu'on connaît déjà depuis 3 mois, c'est comment les acheminer en temps et en heure. Nous sommes bien dans une guerre qui se déroule dans la durée et que pour l'instant, dans cette durée, il semblerait que les Russes prennent l'avantage. Vous avez parlé d'économie de guerre, c'est exactement l'expression qu'a utilisée aujourd'hui Emmanuel Macron, le président de la République française. Il parle d'entrer dans une économie de guerre dans laquelle il va falloir s'organiser. Et il estime que la grammaire valable il y a un an ne l'était plus aujourd'hui. C'est une sorte de grand bouleversement pour la France?
tout à fait, et pas que pour la France. Bon, la France est le troisième exportateur mondial d'armement, et actuellement, il y a ce grand salon international à Eurosatory qui va durer une semaine, qui a lieu tous les 2 ans, qui va montrer d'ailleurs la dernière technologie dans le domaine de l'armement. C'est le plus grand marché, je dirais le plus grand salon dans le domaine. Maintenant, c'est vrai, alors, économie de guerre ou de la guerre, c'est-à-dire aujourd'hui être capable de disposer dans un temps relativement court de l'armement dont on dispense, dont on a besoin face à la réalité des menaces. Il faut quand même se rendre compte, par exemple, un exemple que j'ai lu, un canon César, dont on parle beaucoup aujourd'hui pour la France, il faut entre 9 et 18 mois pour le fabriquer. Donc, vous voyez, tout ceci montre bien que l'économie aujourd'hui, qui a été quand même réduite dans le domaine de l'armement à son strict nécessaire, n'est pas en mesure de produire de l'armement en quantité. Alors maintenant, est-ce que l'armement en quantité est peut-être une finalité économique ? C'est la question qu'on peut se poser, puisque vous savez bien qu'il y a une affaire morale derrière. Est-ce qu'on peut produire des armes ? Je dirais qu'il y a un an, nous pouvions avoir beaucoup de moralistes disant surtout pas d'industrie d'armement ou au strict minimum, surtout pas beaucoup d'armes. Mais aujourd'hui, Poutine nous montre que quand à nos frontières, on n'est pas capable de répondre militairement à une agression, nous sommes en situation de vulnérabilité. Et donc ça remet en cause finalement, effectivement, toute notre réflexion sur, au XXIe siècle, avoir ou non une industrie d'armement capable de produire des armes en quantité. Merci beaucoup, Général Chevancy, d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Je vous en prie.